Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview politique. Mon invité aujourd'hui, Christophe Degruel. Bonjour. Bonjour. Président d'Aglopolis, la communauté d'agglomération de Blois, 43 communes. Merci de nous accueillir ici dans ce jeu de paume. Pourquoi ce lieu, c'est votre choix? Alors, le jeu de paume, c'est un symbole. C'est un symbole sportif et c'est un symbole républicain. Un symbole sportif parce qu'il faut savoir qu'au XVIe siècle, Blois était une capitale royale. Et comme nous étions une capitale royale, il y avait beaucoup de jeux de paume. C'était l'ancêtre du tennis et du squash. Et il nous semblait important, puisque c'est une des vocations du jeu de paume d'être un lieu sportif, de faire référence à notre histoire. Le jeu de paume comme équipement sportif. Mais le jeu de paume aussi, les Français qui adorent l'histoire se souviennent du fameux serment du 20 juin 1789, le serment du jeu de paume, où les députés se réunissent parce qu'ils ont été chassés par le pouvoir royal pour dire nous ne sortirons de là que quand nous aurons une constitution. Donc c'est tout un symbole. Un symbole sportif et républicain. Alors on va parler Ukraine, on va parler économie, on va parler environnement. D'abord l'Ukraine, 4 millions de réfugiés aujourd'hui, dont 30 000 en France. Que peut faire Aglopolis à son échelle pour aider ces réfugiés? Alors c'est un drame humain. C'est un drame géopolitique, c'est un drame économique et je crois que la solidarité des Français doit se manifester, chacun dans son domaine de compétences. Le choix que nous avons fait à Aglopolis, nous avons voté notre budget la semaine dernière et dans le cadre de ce budget, nous avons décidé d'attribuer une subvention de 20 000 euros. Et ces 20 000 euros, nous avons décidé de les attribuer à un fonds géré par le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les choses sont un peu compliquées, il y a un élan de générosité, mais il y a besoin d'argent. Tout simplement. Et le choix que nous avons fait de donner cette somme au ministère des Affaires étrangères, c'est un choix de solidarité, de sécurité et d'efficacité. Alors l'une de ces conséquences de la guerre en Ukraine, c'est une inflation galopante, notamment tout ce qui concerne le prix des carburants. Aglopolis, ce sont les transports scolaires, urbains. Quel poids ces charges ont-elles sur le budget aujourd'hui? Alors nous avions anticipé parce que il y a déjà quelques mois, l'inflation était perçue. Donc dans le cadre de notre budget, nous avions déjà intégré une inflation un peu plus forte. Le conflit en Ukraine, pour l'instant, à court terme, n'a pas de conséquences directes. Mais nous sommes très prudents. Nous avons des clauses particulières avec la société qui exploite notre réseau de transport urbain et de transport scolaire. Donc là, vigilance, mais à court terme, pas d'inquiétude. Et la chance que nous avons à Aglopolis par rapport aux communes, c'est que nous avons finalement peu de patrimoine immobilier. Nos compétences font que nous gérons plutôt des grandes politiques publiques, l'eau, l'assainissement, la promotion touristique, l'aménagement des zones économiques, et que nous n'avons pas, contrairement aux communes, vous savez, toutes ces écoles qui, elles, consomment de l'énergie. Donc pour l'instant, on est à peu près préservé, mais la vigilance est de mise. Et pour chauffer une salle comme celle-ci, aujourd'hui, comment faites-vous justement? C'est une salle qui a été inaugurée il y a 5 ans, donc qui a été bâtie avec une qualité d'isolation exceptionnelle, aussi bien pour lutter contre le froid que contre le chaud. Donc sur le jeu de paume, il n'y a pas de souci. Vous êtes vigilant, vous regardez l'avenir. Est-ce que les charges que vous prévoyez éventuellement en augmentation pourraient avoir un impact sur les impôts, les taxes sur les ordures ménagères, la taxe foncière? Alors aujourd'hui, nous avons voté un budget évidemment qui ne touche pas les taux des impôts. Donc c'est la 12e année consécutive où nous n'y touchons pas, voilà. Très clairement. On fait des efforts, on serre les dépenses de fonctionnement. Après, il peut y avoir effectivement, à un moment donné, nécessité de réagir. Alors, pas sur les taux des impôts, peut-être un jour sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, puisque à la fin de l'année, nous allons passer, j'allais dire, en tri sélectif en porte-à-porte, avec les fameuses poubelles jaunes. On va y revenir, oui. Et peut-être que, non pas l'année prochaine, mais dans les années qui suivent, il faudra peut-être réagir. Mais je crois que tout le monde, j'allais dire, à un moment donné, est obligé d'ajuster ses recettes s'il y a difficulté. Évidemment. Une autre ressource financière de l'Aglo, ce sont les entreprises avec la cotisation foncière et celle sur la valeur ajoutée. Or, elles sont elles aussi durement touchées par cette inflation. Est-ce que vous avez des échos sur leur situation actuelle? Est-ce que certaines sont en difficulté? Paradoxalement, la situation économique est plutôt bonne. Les entreprises ont comme principale difficulté aujourd'hui le fait d'avoir du mal à recruter. Donc elle tourne plutôt à plein régime. Sur le plan économique, la grande difficulté auquel on va être confronté dans les années qui viennent, c'est la question du foncier. C'est-à-dire que le foncier à vocation économique va être de plus en plus rare. Donc
de plus en plus cher. Et dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, on est très attentif à cette question du foncier. Le véritable enjeu pour nous, communauté d'agglomération, sur le plan économique, c'est cette question du foncier. Et c'est d'autant plus sensible qu'en région Centre-Val de Loire, nous sommes très sollicités par les entreprises de logistique. Et les entreprises de logistique consomment énormément de foncier pour peu d'emplois à l'hectare et souvent des emplois peu qualifiés. Donc là, on voit bien qu'on peut être à un tournant et on essaye, j'allais dire, plutôt de jouer avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec les entreprises, avec notre école d'ingénieurs, on essaye plutôt de jouer la carte de l'innovation pour être toujours dans l'anticipation. Tout en votant quelques aides pour certaines entreprises aujourd'hui, c'est ça, hein? Tout à fait, il y a des aides directes qui sont accordées aux entreprises pour leurs projets immobiliers en lien avec le conseil régional. Il y a des aides directes qui sont apportées également aux commerçants et aux artisans. Il faut essayer de jouer sur tous les registres, mais nos grandes compétences en matière économique, c'est de produire du foncier pour les entreprises. Quand l'opposition, Malik Benatcha, pour ne citer que lui, estime que ces aides sont trop faibles, il les évalue à 223 000 €, qu'est-ce que vous lui répondez? Mais je crois que Malik Benatcha se trompe. C'est-à-dire que les aides directes, c'est la compétence de la région. Nous sommes là pour produire du foncier, pour offrir une qualité de vie aux salariés, aux cadres, aux dirigeants. Nous sommes là pour faire la promotion du territoire, la promotion touristique, parce que l'une des ressources de notre territoire, évidemment, c'est l'économie touristique. Donc, cette somme, c'est les aides directes. Mais il y a tout le contexte, il y a tout l'environnement, il y a des transports performants, il y a ce cadre de vie, il y a une vie culturelle, il y a une vie sportive, parce que c'est ça, une agglomération doit être accueillante. Vous évoquiez le PLUI, c'est un document fondamental, le plan local d'urbanisme intercommunal. Il définit la stratégie de développement urbain pour les 15 années à venir. Son adoption définitive pourrait avoir lieu à l'automne. En ce moment, c'est l'enquête publique. Les citoyens peuvent dire ce qu'ils pensent de ce document. Il y a déjà une ébauche, notamment en matière de logement. Combien de logements seront donc construits chaque année et comment? Oui, il nous faut construire des logements. Il nous faut à la fois être sobre dans la consommation foncière, ne plus construire comme avant, sur les terres agricoles, sur les terres naturelles, et il faut produire des logements, 800 par an, sur, j'allais dire, une période de 15 ans. Et donc, il faut aussi reconquérir les friches. Et le jeu de paume, justement, est un excellent exemple. C'est-à-dire qu'ici, nous étions sur des friches industrielles. Nous avons construit cet équipement qui a une vocation sportive, une vocation économique également, et une vocation de spectacle. Mais surtout, nous avons requalifié le quartier, ce qu'on appelle ici le quartier La Place. Des logements se sont construits, on en construira d'autres. Donc il faut rebâtir, c'est une expression qu'emploient beaucoup les urbanistes, il faut reconstruire la ville sur la ville pour arrêter de consommer les terres agricoles. Voilà l'ambition de notre plan local d'urbanisme intercommunal. Et effectivement, j'invite tous les habitants intéressés à se renseigner dans leur mairie pour aller voir les commissaires enquêteurs. Certaines voix s'élèvent, et vous l'avez évoqué, contre ce développement, on va dire, de plus en plus fort, important, des plateformes logistiques. Il faut mettre un frein à tout cela? Oui, je crois qu'il faut maîtriser les choses. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la logistique est en train de grignoter, de dévorer des terres. Et il faut en garder. On parle beaucoup en France aujourd'hui de la réindustrialisation. Pour que les industries s'implantent et se développent, il leur faut du foncier. Et la concurrence avec la logistique pose des problèmes. Donc je pense qu'il faut que sur la logistique, on soit attentif, plus exigeant. Et puis il y a peut-être aussi une réflexion toute bête. Je vais montrer quelque chose que les téléspectateurs connaissent bien. Ça s'appelle un iPhone. Je donne la marque. On en a tous. Et peut-être qu'en tant que consommateur, il ne faut pas exiger d'avoir ce qu'on a commandé dès le lendemain matin. Parce que cet objet, qui est très utile, met une pression sur la chaîne logistique. Et donc, nous-mêmes, en utilisant cet appareil pour commander, eh bien, on participe à la consommation du foncier. Donc, soyons nous-mêmes plus modestes. Mais des habitudes ont été prises, notamment pendant le Covid-19, et on voit que le e-commerce a explosé. Je crois que c'est 14% des ventes aujourd'hui. Comment lutter contre cette tendance, en fait? Alors, il y a à la fois, j'allais dire,
à limiter la consommation de foncier, et puis il y a peut-être tout simplement à s'interroger sur nos propres pratiques. On aime les centres-villes, on aime déambuler dans les rues piétonnes. On a la chance à Blois d'avoir un cœur de ville historique très sympathique. À Tours aussi, autour de la place Pumereau, on est quand même dans une région où la dimension humaine et patrimoniale est très forte. Et donc, à un moment donné, il faut aussi penser à consommer auprès de nos commerçants, auprès des commerçants de centre-ville, mais aussi des autres quartiers et des centres-bourgs. Une autre révolution des mentalités, si on peut dire, c'est en matière de déchets recyclables. Fini les points d'apport volontaire, place aux poubelles jaunes. C'est dans à peu près un an, 47 000 poubelles jaunes pour un montant de 2,7 millions d'euros. Pourtant, pendant des années, c'est le premier choix qui a été fait, les points d'apport volontaire. Pourquoi ce changement? Alors, c'est un changement qui nous est imposé tout simplement par une évolution de la législation. On produit de plus en plus de déchets, donc il va falloir de mieux en mieux les traiter. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase historique différente de 2008, quand on a pris les responsabilités avec Marc Gricourt, lui à la ville, moi à l'agglomération. Et donc c'était le moment, c'était le bon moment, parce qu'il va falloir davantage trier, davantage recycler. Et d'ailleurs, nous élargissons le périmètre de collecte, puisqu'il va y avoir un grand centre de valorisation qui va être créé en Indre-et-Loire, à Parcé-Mêlée. Et donc, voilà, c'est une nouvelle étape. Est-ce que ça va être plus efficace justement dans le tri des déchets? Est-ce que les gens vont plus trier pour le coup? Ça devient une obligation. On produit tous des déchets. Donc c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la logistique. Il y a la puissance publique, mais il y a aussi le comportement citoyen. Et chacun doit faire des efforts. Et puis on est aussi dans un territoire où près des 2/3 de la population habite dans des maisons individuelles. Donc ça veut dire aussi qu'à la maison, quand on a un jardin, un petit, un moyen jardin, eh bien on doit aussi mettre tous ces déchets verts, toutes ces épluchures, dans la petite poubelle qui va permettre de faire du compost. Donc voilà, on est en 2020 et en 2020, il faut avoir de nouvelles politiques publiques, mais il faut aussi avoir de nouveaux gestes citoyens. Un dernier mot sur les déplacements doux. La situation actuelle démontre que notre dépendance à la voiture devient de plus en plus difficile à poursuivre. En matière de pistes cyclables, que prévoyez-vous? Et en matière de transport en commun également? Alors, sur les transports en commun, il y a le cœur de l'agglomération qui est desservi de manière assez forte, avec un cadencement régulier, avec des navettes électriques de centre-ville. Donc ça, c'est efficace. C'est le cœur de l'agglomération. Et puis, à l'extérieur, évidemment, la problématique est différente. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait des pistes cyclables qui permettent d'aller un peu plus loin. Et puis, à partir du mois de juin, on va aussi expérimenter de l'autopartage. C'est-à-dire que nous avons acheté des véhicules qui vont être mis à disposition des habitants. Alors, on va être d'abord dans une phase d'expérimentation sur 2 unités urbaines, Courcheverny, Cheverny, Chaumont-sur-Loire, Onzain. On va tester l'autopartage parce qu'il faut en permanence imaginer les choses. Et puis je rappellerai que... Combien de voitures par exemple? Alors 2x2 dans un premier temps. On est bien dans une phase laboratoire d'expérimentation. Et puis je voudrais rappeler aussi que depuis 10 ans, nous avons permis, grâce à une subvention de l'agglomération, l'acquisition de plus de 5000 vélos d'assistance électrique parce qu'on voit qu'il y a une demande. Donc il ne s'agit pas de raisonner comme si on était, j'allais dire, au cœur de Paris, où il y a un réseau de métro évidemment, mais dans une agglomération comme la nôtre, où il y a un cœur urbain, une périphérie et puis des communes rurales, il faut adapter notre offre de mobilité aux caractéristiques de chaque partie du territoire. Merci beaucoup Christophe Degrelle pour cette interview. Merci de nous avoir accueillis ici dans ce jeu de paume. Voilà, bienvenue pour tous ceux qui viennent. Il y a de très beaux spectacles qui vont continuer d'avoir lieu au jeu de paume et des matchs de basket. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview politique. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée.